Bonjour, bienvenue sur ce Tech Day. Tech Day, donc ce sont les sessions de Paris Descartes, les sessions techniques, par opposition aux journées numériques de Paris Descartes, très orientées qu'on héberge à Paris Descartes depuis 2007. Donc cette deuxième édition des Tech Day de rue 2013, je suis particulièrement heureux de donner la parole à des acteurs désormais incontournables de l'enseignement supérieur et du monde industriel sur la thématique du cloud. Donc l'intitulé de la session s'appelle de Broca au cloud. Pourquoi Broca? Tout simplement, Broca est une réalisation de Paris Descartes, une seule machine que nous animons depuis une trentaine d'années sur les problématiques d'hébergement des applications de l'enseignement supérieur. Donc maintenant, Descartes, par le biais d'un investissement de 2,5 millions, s'est doté d'une seule machine sur les bases de l'état de l'art. Beaucoup de collègues en province de l'enseignement supérieur ont fait de même. Je pense en particulier à Tours, qui a une réalisation qui est très comparable. Maintenant, ce que Descartes a fait pour ses besoins propres doit être refait par tout un chacun. Donc, est-il question de continuer à développer sur nos ressources propres un certain nombre de technologies pour héberger nos propres applications? Ou peut-on bénéficier, grosso modo, de la déferlante du cloud pour mutualiser ensemble infrastructures, plateformes et services? Donc j'ai la grande joie d'accueillir autour de cette table ronde 4 acteurs décisifs et opérationnels. On n'est pas dans le potentiel, dans la volonté. On est dans une démarche industrielle qui va vous être racontée. Ce Tech Day, comme les workshops de rue, est censé être très interactif, de telle manière que vous puissiez... la cuisine moléculaire sur le stand de l'université Paris-Sud, E1, à 15h. Cuisine. On va aussi parler cuisine, mais on va aussi parler usage, on va aussi parler problème, puisque ce n'est pas une session bisounours, c'est une session pour parler de la vraie vie. Et donc, nous allons donner la parole à Frédéric Bigras, à Pierre Brédillet, à Luc Chazal et Robert Ferret. Donc, pour aborder le débat, Frédéric Bigras, qui est un ancien doctorant, qui a travaillé au laboratoire tactique, actuellement un chef de projet au sein de l'UNPIDF, l'une des UNR, et il porte avec brio un projet qui s'appelle UNIFCloud, et vous allez voir que UNIFCloud est l'une des thématiques de cette session. Donc Frédéric, est-ce que tu peux nous brosser un portrait rapide d'UNIFCloud avec ta casquette universitaire? Sans problème, je te remercie Patrick. Donc moi, comme vous l'a dit Patrick, donc je travaille au sein de l'Université numérique Paris-Île-de-France. Donc en quelques mots, l'Université numérique Paris-Île-de-France, c'est une structure qui a été créée suite à l'appel à projet qui avait été lancé en 2003 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et plus particulièrement la MINES, dont je salue Radijak, représentante du ministère qui est présente avec nous aujourd'hui. Et en fait, cette structure en fait qui a été créée en 2006 en fait a pour objet le support et le soutien à l'ensemble de ses membres. Donc aujourd'hui, l'UNR Paris-Île-de-France, c'est 36 partenaires. C'est un potentiel d'un peu plus de 450 000 étudiants et d'un peu plus de 50 000 personnels, donc BIATS enseignants et enseignants-chercheurs. Et en fait, dans ce cadre-là, en fait, l'UNR Paris-Île-de-France développe un certain nombre de supports et de soutiens et, au sein de ses partenaires. Depuis quelques années se pose le problème au niveau technique chez nos partenaires en fait et au sein des universités, des infrastructures techniques sur lesquelles ils s'appuient, donc liées notamment à des problématiques techniques et financières. Et à un moment donné, le cloud, comme le disait Patrick tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est émergé hier au sein de la communauté universitaire, mais qui remonte déjà à quelques années. Il y a 3 ans en arrière, il y avait des études qui avaient été faites notamment par Paris-Ouest, Nanterre La Défense et Paris 1, Panthéon-Sorbonne sur les problématiques autour du cloud. Et voilà, à partir de là, en fait, on a lancé un groupe de travail au sein de l'Université numérique Paris-Île-de-France qui a débouché quelques années après, donc en avril 2011, sur une réponse à un appel à projet qui avait été lancé dans le cadre du Grand Emprunt par le ministère de l'Industrie. Et nous avions répondu en collaboration avec INEO et 3 PME innovantes, et à l'époque 14 établissements membres de l'UNR, à cet appel à projet. Nous avons été retenus, alors même si à l'époque on nous avait dit qu'on était un petit peu en décalage par rapport à cet appel, en fait l'aspect innovant, l'aspect innovation du projet UNIFCloud avait été retenu, et en fait nous avions été retenus autour de 18 appels à projets.
Donc UnivCloud, rapidement, c'est un projet d'étude qui se déroule depuis maintenant 17 mois au sein d'un consortium. Dans 4 mois, en fait, ce projet d'étude sera terminé. Ce qu'il faut retenir, et je vais essayer d'aller très vite, c'est que ce projet d'étude pour la mise en place d'un futur cloud dédié à l'enseignement supérieur et de la recherche au niveau de la région Île-de-France, j'insiste, nous sommes une structure de niveau régional, donc nous travaillons au niveau de la région Île-de-France avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels que sont donc le ministère dont je vous parlais tout à l'heure, la CPU, l'AMU, Renater, et puis dans le cadre du projet, donc avec la Caisse des dépôts et avec la DGCIS, et l'ensemble de nos 36 partenaires sur ce projet d'étude de cloud. L'objectif derrière, c'est la mise en place opérationnelle d'un cloud, d'une infrastructure de data center et de cloud computing innovante, avec toute une partie innovation sur laquelle on travaille avec INEO, GDF Suez et avec les PME. Voilà. Parallèlement à ça, en fait, parallèlement à ce projet d'étude, se mettent en place un certain nombre de choses. Actuellement, comme je vous le disais tout à l'heure, l'UNR Paris-Île-de-France est issu d'un appel à projet. Demain, l'UNR Paris-Île-de-France est appelé à être une structure opérationnelle qui sera à même d'administrer ces problématiques autour du cloud. Et donc, parallèlement à ça, il y a un certain nombre d'études qui sont lancées. Une étude notamment autour du modèle économique sur lequel on va s'appuyer, qui va être proposé aux politiques pour leur démontrer notre capacité à répondre à cette problématique-là. Un groupe de travail sur la gouvernance, future gouvernance de l'UNR, sur laquelle on va s'appuyer pour prendre en compte en fait ces problématiques. Et puis un appel à projet qui va être lancé dans le cadre d'une future AMOA sur laquelle on va s'appuyer pour rédiger l'appel d'offres qui va être lancé derrière et pour lequel en fait on souhaite faire appel à l'ensemble des grands constructeurs actuels sur ces problématiques-là pour pouvoir travailler avec eux et en collaboration étroite. Merci Frédéric. Voilà donc un panorama résumé donc, qui vous restitue le contexte. Donc c'est important que ce soit fait. Maintenant, donc, on donne la parole à Pierre Brédillet. Pierre Brédillet est entré il y a 20 ans au groupe Cofidis INEO. Il anime depuis 2005 une équipe au sein de la direction du pôle technologie, système et communication. Donc c'est le chef de file du projet UnivCloud. Donc je tiens personnellement à remercier et à féliciter Sylvie Dao, sans qui le projet UnivCloud n'aurait pas existé. Donc Sylvie Dao est donc l'une des autorités de votre groupe. Donc Pierre, est-ce que vous pouvez maintenant donc évoquer la place d'INEO dans ce projet? Oui, alors bonjour à tous. Donc déjà resituer Cofidis INEO, hein, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une filiale donc, du groupe GDF Suez. Nous appartenons à la branche service de ce grand groupe. Et au sein de ce groupe, nous avons un pôle technologique hein, qui s'appelle Système et Communication, dans lequel je travaille, qui porte un certain nombre d'offres de services technologiques donc, dans le domaine des systèmes d'information et de communication. Et ça, donc, ce qui fait de nous, bon, je dirais, un des intégrateurs leaders sur le marché français. Alors pourquoi UnivCloud et quel rôle joue-t-on dans ce beau projet UnivCloud? UnivCloud, c'est quelque chose qui est donc, comme le précisait Frédéric, a démarré là, pour nous, INEO, il y a maintenant environ 2 ans, et qui s'est situé à un moment particulier de réflexion sur nos métiers d'intégrateurs, qui nous avait amené à la conclusion que le mouvement qui était enclenché au travers du développement des technologies cloud était complètement irréversible et que si on ne se transformait pas, on ne remettait pas en cause un petit peu nos métiers d'intégrateurs, on allait inévitablement être marginalisé et sortir quelque part un petit peu de ces marchés. Pourquoi? Parce que notre analyse nous conduisait à penser que les métiers d'intégrateurs allaient être considérablement bouleversés par l'émergence de ces technologies et qu'il nous fallait donc effectuer une véritable remise en cause. Donc quand l'appel à projet Cloud Computing là, a été lancé dans le cadre des investissements d'avenir, il nous a paru assez naturel de nous positionner et de donc nous présenter en fait notre approche à l'UNR, qui a bien voulu écouter attentivement donc nos propositions et nous retenir comme le partenaire qui allait accompagner ce projet. Et donc à partir de ce moment, nous avons pris effectivement le leadership industriel de cette opération. Donc nous sommes devenus le chef de file d'un consortium. Et la première opération que nous avons effectuée... La physique moléculaire sur le stand de
Donc la première opération que nous avons effectuée, c'est de rassembler autour de l'UNR et d'INEO un ensemble de PME. Donc puisqu'on... Terre d'avenir, ciel d'avenir. Les clés pour comprendre la stratégie des entreprises va démarrer à 15 h en salle 204. C'est bon. C'est bon. Hop, on reprend. donc des PME, une dimension, donc l'innovation, qui est donc une des caractéristiques de ce projet, et qui faisait partie aussi des figures imposées, hein, de toute façon, de ce type d'exercice, qui nous a donc amené à fédérer trois PME innovantes qui nous accompagnent sur ce projet et dont les technologies sont complètement intégrées dans l'architecture que nous avons été amenés à produire. En salle 253. Voilà, je suis désolé. Donc depuis, voilà, donc le projet est aujourd'hui engagé maintenant depuis 2 ans. Donc c'est les développements donc qui ont été identifiés nous permettent aujourd'hui de disposer d'une architecture réellement différenciante qui est complètement adaptée à la recherche là, qui a été effectuée par la communauté universitaire dans cette démarche de cloud communautaire. Et c'est quelque chose aussi qui répond plus largement pour Cofeli INEO à une volonté de se positionner comme un vrai acteur sur ces clouds communautaires dont il nous semble que les universités sont un exemple emblématique, mais ne sont pas le seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la sphère publique notamment, un certain nombre d'entités à caractère territorial, notamment les collectivités, pour lesquelles Cofeli INEO est un fournisseur, un prestataire de longue date, constitue une cible qui est tout à fait pertinente également. Et donc pour nous, l'enjeu, c'est non seulement, évidemment, de donner naissance à un concept de cloud adapté je dirais, à la surface régionale de l'UNR et à l'ambition donc de mutualisation des infrastructures, des plateformes et des usages, mais également de pouvoir promouvoir ce concept au-delà des frontières universitaires, notamment auprès des collectivités territoriales. Merci Pierre. Donc voilà un paysage dressé habilement et de manière ambitieuse. Donc on a parlé d'INEO, on a parlé de PME, on a parlé du tissu universitaire. Donc autour de la table, Luc Chazal de Cisco, donc une autre société innovante. Luc Chazal, donc après une première partie de carrière chez les éditeurs de logiciels, travaille depuis 2006 à la construction d'un portefeuille de services autour du cloud. Donc à ce titre, donc, il est responsable de marché avec un focus sur le secteur public. Donc Luc, Cisco, pourquoi Cisco autour de cette table ronde sur le cloud? Pourquoi Cisco? En fait, nous sommes constructeurs d'infrastructures réseau. Historiquement, donc on a eu depuis quelques années l'objectif et l'ambition de connecter un certain nombre d'environnements, de moyens techniques et technologiques. Le cloud, pour nous, c'est quelque chose d'assez naturel dans l'évolution des technologies. C'est aujourd'hui quelque chose où finalement il y a deux choses qui se passent. C'est des nouvelles technologies qui ont largement évolué et qui permettent aujourd'hui d'avoir un usage beaucoup plus proche de ce que demandent les utilisateurs que ce ne l'était hier, avec la disparition d'un certain nombre de frontières, l'intégration beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple d'un certain nombre de ces technologies pour rendre un service plus rapide. Donc ça, c'est une première transition technologique. Et Cisco a fait beaucoup de R&D. Et l'un de nos objectifs, c'est d'être effectivement leader dans la création de ces valeurs ajoutées technologiques pour apporter des réponses techniques à nos clients. Le deuxième élément fort, c'est que le cloud, ce n'est pas simplement une question de technologie, c'est aussi un changement fondamental d'usage et d'appropriation par les utilisateurs de la chose informatique. Et là, c'était important pour nous de prendre en compte cet élément-là. Et l'objectif d'avoir des gens qui réfléchissent sur justement l'appropriation de la façon d'utiliser, de construire et d'utiliser ces ressources de cloud, c'est essentiel qu'on se rapproche de ces organisations pour amener effectivement notre brique technologique, mais en prenant en compte la façon dont ça se monte. Hier, s'adresser à un client qui a besoin de consommer un serveur, un routeur, un switch, un téléphone, c'est notre métier habituel depuis une vingtaine d'années.
L'objectif, c'est de comprendre effectivement comment tout ça va se construire et se mettre en place de manière à effectivement apporter un service à des utilisateurs et comprendre la façon dont ça se construit. Donc Cisco se structure technologiquement, mais aussi en termes de go-to-market pour apprendre et être capable d'adapter sa façon de diffuser ces technologies, non plus simplement vers des clients finaux qui en ont besoin, mais vers des consortiums qui vont les utiliser pour rendre un service in fine aux utilisateurs. Alors, c'est quelque chose qu'on faisait depuis longtemps avec des Renater, par exemple, qui apportaient un service de connexion. Maintenant, on voit que le service de connexion, c'est plus simplement l'aspect service qu'on amène. On amène des services d'usage. Et nos technologies vont, pour nous, être partie prenante de ces environnements. Donc, il est important qu'on continue à s'adresser à des clients utilisateurs, qu'on reste sur nos métiers de base, mais qu'on sache aussi s'approprier les contraintes d'un INEO et d'un consortium d'utilisateurs pour apporter la bonne technologie dans le bon format au bon moment. Merci Luc. Donc voilà aussi donc, un positionnement sans ambiguïté. Donc on reverra tout à l'heure que Nifcloud c'est aussi donc une partie technique et une partie opérationnelle, donc avec un démonstrateur qui puise aussi dans les technologies Cisco comme il puise aussi dans l'open source. Donc il y a tout un écosystème qui est opérationnel et donc qui n'est pas neutre. On n'est pas là sur la prospective de la projection purement intellectuelle, mais on est ici sur la réalisation. Donc acteur incontournable depuis une vingtaine d'années, Renater. Représenté par Robert Ferré, il est entré à l'INRA en 1977 avec une brillante carrière d'ingénieur de recherche. Et donc, il rejoint Renater en 2011 pour y développer une offre de service. Alors, on connaît Renater comme connecteur, peut-être connecteur de cloud un jour. Donc, Robert, ta position sur ce qui vient d'être raconté et comment Renater entre dans ce débat à l'heure actuelle. D'accord. Bonjour. Donc Renater, j'espère que vous savez un tout petit peu ce que c'est. Donc Renater, c'est le réseau de la recherche français. C'est un réseau informatique qui interconnecte la quasi-totalité des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en France. On a à peu près 1300 sites pour vous donner l'ordre de grandeur. On dit en France hexagonale, il ne faut plus dire France métropolitaine, paraît-il. Voilà, et également outre-mer, on a des sites en Guyane, en Guadeloupe, enfin dans nos ROM-COM, comme on dit en termes modernes. Voilà, donc alors pourquoi Renater dans le projet Unifloat? Au moins pour trois raisons. La première raison, ça pourrait être, alors il n'y a pas d'ordre de priorité dans les trois raisons. La première raison pourrait être que le fait que dès le départ, l'architecture du projet Unifloat n'est pas partie sur un site unique, mais sur une réplication de sites pour des raisons assez évidentes de plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité, les célèbres PCA, PRA. Donc on partait sur deux sites et donc tout naturellement, il fallait les connecter avec un réseau avec un certain débit. La connexion du site de l'Université Paris-Descartes et de celle de la Génopole à Évry passait très naturellement sur le réseau Renater existant. Et c'est à ce titre-là que Renater est devenu partenaire du projet et fournira tout naturellement les connexions réseau nécessaires entre les deux sites de production. Alors après, il ne vous a pas échappé non plus que faire du cloud, ça veut dire utiliser des infrastructures à la demande, moderne. L'utilisateur va créer sa machine virtuelle et aller la consommer, le mot a été prononcé tout à l'heure, dans un des deux centres de production qui ont été cités. Mais généralement, il n'habite pas forcément là. Et donc, il va devoir y accéder. Et pour utiliser une machine virtuelle, pour produire des services, pour faire tourner des applications, il faut un réseau avec un bon débit, une latence faible, des temps de réponse intéressants, etc. Et là également, il était assez naturel que le réseau de la recherche fournisse ce type de solution, dans la mesure où la production est dans des sites qui sont dans notre communauté. Quand je dis notre communauté, c'est enseignement-recherche, et que les utilisateurs, a priori, au moins au départ, sont également dans cette communauté-là. L'autre raison, c'est également que la troisième, c'est que Renater est parfois, je dis, un organisme qui pourrait faire assez naturellement de la mutualisation, toujours pour notre communauté, de solutions d'infrastructures informatiques.
Alors Renater est bien connu pour ses services réseau, hein, pour aussi un certain nombre de services annexes, on va dire. Mes collègues seraient peut-être pas d'accord avec le terme annexe, mais qui tournent toujours autour du réseau, comme l'identification, la fédération d'identité, du ROM, dont vous avez peut-être entendu parler, etc. On a de plus en plus des demandes de nos établissements de produire des services de plus haut niveau différents. Et donc on ambitionne de fournir au bénéfice de notre communauté des solutions, par exemple, de type SaaS, hein, Software as a Service, autour, par exemple, de la messagerie, voire plus. C'est assez c'est émergent chez nous, comme on dit. Voilà, et ce seront de nouvelles choses, mais c'est une raison supplémentaire pour laquelle Renater est présent dans ce type de réflexion de projet. Merci. Donc, avant d'initier une série de questions-réponses entre l'auditoire et notre table ronde, donc peut-être Frédéric nous restituer un petit peu le contexte des usages, parce que pour bien comprendre la portée de la phase d'expérimentation d'Uniflow, puis ce que les établissements d'enseignement supérieur du bassin de France attendent, finalement, un cloud, pourquoi faire? On a vu qu'il y a des moyens autour de la table pour atteindre un objectif, mais peux-tu préciser nos objectifs au sein de l'Île-de-France à court, moyen terme et à plus long terme? En fait, un cloud, pourquoi faire? Alors, je vais essayer de répondre à ta question, Patrick. Juste avant d'aborder ce sujet-là, une petite précision. Donc, comme l'a été dit par les différents intervenants, actuellement, nous sommes sur un projet d'étude. Donc, dans le cadre de ce projet d'étude, il y a un démonstrateur grandeur nature qui a été mis en place, donc qui trouve une patte sur le Génopole, donc avec l'Université d'Evry et l'NCIE qui le gère d'un côté, Renater au milieu et l'Université Paris-Descartes, dans laquelle, en fait, ce deuxième démonstrateur a été mis en place au sein du site de Broca. L'objectif de ce démonstrateur, en fait, ça a été de pouvoir démontrer déjà, et d'une, notre capacité physique à pouvoir monter, en fait, et tester un certain nombre d'éléments techniques qui touchent à l'infra et plus particulièrement à la couche IaaS. Et puis, dans un second temps, en fait, démontrer aussi avec Renater les différentes possibilités en termes de réseau qui étaient les nôtres et les problématiques qu'on allait soulever, en fait, par rapport à ce démonstrateur. Cela, par contre, ne préfigure en rien demain les sites d'implantation du futur data center de production. Nous nous sommes appuyés sur ces sites-là parce que c'est des sites après un appel à projet qui avait été fait et donc on était revenu. Mais par contre, demain, voilà. Ce qui est certain, c'est que l'opérateur réseau sera Renater. Les sites de production n'ont pas été encore définis. Voilà, je tenais simplement à vous préciser et à vous apporter ce point-là. Il en est également de termes de technologie. Les technologies, et c'est un peu aussi l'objet du projet d'étude Uniflood, les technologies ne sont pas non plus figées. Voilà, il y aura un appel d'offres qui sera lancé. À ce moment-là, on est dans le cadre d'un marché public et à ce moment-là, on retiendra les technologies qui seront qui répondront le mieux, en tout cas, à notre appel à projet et au projet qu'on souhaite mettre en place. Un des maîtres mots dans le projet Uniflood, ça a été de dire que ce qu'on souhaitait, c'était que les briques, en fait, soient interchangeables entre elles à tous les niveaux, au niveau des couches réseau, au niveau des couches basses, comme au niveau de la couche PaaS et de la couche SaaS. L'idée, c'était de dire, demain, on est capable et en mesure, et là, je vais rejoindre sur ta question, Patrick, au niveau des services que l'on souhaite mettre en place, demain, en fait, on n'est pas lié ou on ne se lie pas à un constructeur, à une technologie spécifique, mais on est capable justement, et c'est l'objet du démonstrateur et des tests qui sont faits avec les PME innovantes et dans le cadre de notre partenariat avec Ineo, on est capable en fait de changer les technologies, d'interchanger nos technologies. Ce qui est certain, avant d'aborder l'aspect usage, c'est que le projet d'étude Uniflood en fait va bien déboucher sur un data center de production. Uniflood, c'est pas simplement un projet d'étude, c'est quelque chose qui va être suivi des faits, dont vous entendrez beaucoup parler dans les prochains mois. Uniflood, c'est pas, comme j'aime à le dire, Uniflood, c'est pas uniquement pour le fun, sans jeu de mots au niveau du ministère, mais c'est aussi the place to be dans les prochains mois et les prochaines années. C'est quelque chose d'important pour la communauté, c'est une vraie demande. Alors, vraie demande à deux niveaux, deux approches. Une première demande de la part des établissements partenaires de l'UNPIDF. C'est un peu ce qui se passe en fait actuellement avec, dans le milieu du secteur privé, où finalement les entreprises en fait ont leur système d'information hébergé et en fait s'appuient sur des infrastructures de cloud pour toutes les problématiques de débordement, pour des problématiques liées à des environnements qui sont parfois trop restreints ou qui ne répondent pas à leurs demandes. Donc la première approche au niveau de nos établissements, ça va être celle-ci, ça va être plutôt une approche couche basse et en fait permettre à l'ensemble de nos établissements, de déborder au niveau technologique sur l'infrastructure Uniflood, mettre à leur disposition tout un environnement qui leur permettra en fait de s'appuyer sur une couche infrastructure, des VM, toute une infrastructure de stockage et d'archivage qui sera mise en place. Et en fait, un troisième point, puisque nous sommes porteurs
porteur au niveau de l'UNR par Île-de-France d'une structure de mutualisation. Ce sera des offres mutualisées en termes de services, principalement sur la couche PACH, avec une approche SaaS. Pas SaaS, je vais y arriver. Concernant la couche SaaS, et je vais en terminer là, Patrick, avant la cuisine moléculaire. Voilà. Comprendre la stratégie des entreprises va démarrer à 15 heures en salle 204. Voilà, nous avons un groupe au sein de... Je vais y arriver. Enchaînons. Je continue. Ouais. Nous avons un groupe en fait qui est en train de se mettre en place dans le cadre du projet Uniflood, mais qui va pousser en fait sur les nouveaux usages et les futurs services que nous mettrons en place au sein du projet Uniflood. Tout ça, on le travaille et on le fait en relation avec l'ensemble de nos partenaires. On a bien une approche usage avant une approche service. L'idée demain, c'est pas de dire on va mettre des services innovants qui s'appuient sur des technologies SaaS simplement pour dire on est en capacité de le faire et on est capable de le faire. L'idée, c'est un vrai besoin. On partira des besoins utilisateurs. La communauté que l'on souhaite adresser en priorité, c'est la communauté de nos étudiants. C'est une communauté qui est importante pour nous. Les usages à terme pour les étudiants sont les plus importants pour nous, même si bien sûr les autres populations par la suite seront adressées. Et donc c'est bien par cette approche usage et service de nos étudiants dans un premier temps que nous allons répondre à ces questions-là. Ok, donc voilà un point important. On a entendu le mot étudiant. Donc on est ici sur les rencontres universités-entreprises. Donc nous avons une première mission qui est effectivement la formation des étudiants. On va revenir vers Robert Ferré et Renater. Là, on est en train de parler finalement d'un cloud, mais un cloud qui s'appuie sur une offre régionale. Donc, est-ce que vous entendez au national, de la part des autres régions et peut-être d'autres communautés, finalement une problématique équivalente? C'est-à-dire que la démarche de l'UNPIDF a cette logique, cette communauté, cette situation géographique, cet écosystème, cette communauté aussi d'industriels. Est-ce que Renater entend à l'heure actuelle finalement un foisonnement de questions de nature équivalente sur lesquelles Renater sera à un moment donné sollicité en tant qu'orchestrateur par exemple, de cloud communautaire coopératif? Oui, alors je ne sais pas si on peut parler de foisonnement absolument, mais oui, il y a beaucoup de questions qui nous sont posées. On essaye de se positionner actuellement sur plusieurs autres projets qu'on pourrait appeler cloud. Un cloud étant un mot valise que j'aime pas tellement à titre personnel, mais bon, je pense que c'est ce qui est communément admis. Mais on a le même type de problématique de mutualisation de besoins, d'hébergement au sens large. Je veux dire par là l'hébergement sec de je ne sais pas où mettre mon serveur parce que ma salle informatique est saturée et j'ai besoin de machines virtuelles, de VM, de choses comme ça autour de Montpellier par exemple. Alors à Montpellier, pourquoi on est un peu plus particulièrement parce que il y a une équipe de Renater qui est basée à Montpellier, donc on est assez présent sur le terrain. On a vu les mêmes démarches en Normandie, par exemple, autour du Criant, et c'est pas une liste absolument pas limitative. Ce sont des choses qui viennent de plus en plus. Pas plus tard qu'hier, je recevais un mail en disant telle université que je citerai pas réfléchit à une solution, un Dropbox killer, parce que les utilisateurs commencent à aller mettre leurs données. Ben, c'est vrai que c'est très pratique. Hein. Moi, le premier, je sais l'utiliser. Et donc, oui, foisonnement était peut-être un grand mot, mais les demandes partent d'un petit peu partout. Et comme je disais tout à l'heure, j'espère que Renater est assez bien placé pour faire de la mutualisation de solutions technologiques, pour ne pas mettre en concurrence, par exemple, avec l'AMU qui va mutualiser des solutions type système d'information. Il n'y a pas de compétition ou de contradiction entre les deux, mais plutôt une complémentarité. Et donc, quand on fait du hard, si je peux dire, je parle d'informatique, hein, je pense que Renater est pas mal placé pour proposer ce genre de choses. Donc, on ambitionne de le faire. C'est pas vraiment notre métier aujourd'hui, hein, comme tu disais tout à l'heure, il y a une évolution des métiers. On est très bien positionné sur des offres de services de type réseau, transport, dans tous les protocoles que vous voulez, des lambda, tout ce que vous voulez. Et là, l'évolution vers la mutualisation de ce type de solution, c'est vraiment ce qu'on ambitionne. D'ailleurs, c'est également ce qu'on voit si on ne reste pas aux simples réseaux nationaux. Bon, moi, je m'occupe aussi pas mal de projets au niveau européen avec les autres NREN. Il y en a 36 en Europe seulement. C'est une démarche qui est assez commune dans une grande quantité de NREN, hein, National Research and Education Network, les Renater d'ailleurs.
c'est une démarche commune. Voilà, on est sur plusieurs projets européens pour essayer de mettre en place au moins de travailler ensemble. Je ne sais pas si on va mettre en place des solutions communes, mais au moins de travailler ensemble et pas réinventer l'eau tiède dans chaque pays. Ça peut aussi vouloir dire un rapprochement, en tout cas une interconnexion de l'enseignement pur et de la recherche. Comme dit notre nouveau pub, hein, comme tu disais tout à l'heure, Renater a 20 ans, hein, on a un nouveau logo, il est marqué en dessous connecteur de savoir. Alors non, c'est vrai qu'on connecte les savoirs, mais les savoirs, c'est pas nous qui créons le. Vous pourriez être connecteur de cloud. Mais oui, absolument. Voilà. Donc on en reparlera pour préciser aussi la démarche de l'UNPIF et sans doute ensuite le micro dans l'autre sens, je pense, sera plus facile. Et voir aussi quelle est la démarche d'Ineo par rapport à sa propre cible de clientèle, pour savoir s'ils ont déjà abordé finalement une révolution interne d'offres de services dans le cadre de la mouvance du projet. Oui, alors absolument. Hein, enfin, révolution, je ne sais pas, mais en tout cas une évolution sensible là, effectivement, dans nos offres de services. Aujourd'hui, clairement, nous, ce qu'on souhaite mettre en place. Voilà, maintenant, en profitant aussi de la dynamique générée par le projet UnifCloud, c'est quelque chose qui s'appuie sur deux axes hein, aujourd'hui. D'une part, un axe intégration de systèmes, construction de cloud privé, en jouant sur une palette de technologies qui nous permet d'adresser des besoins relativement variés. Donc ça, c'est un premier axe, c'est celui notamment que l'on a exercé dans le cadre de ce projet d'étude, en allant rechercher des technologies, en mixant quand même de manière assez originale, je pense, des technologies provenant du monde industriel et du monde libre. Hein. Patrick l'a évoqué, la place du monde libre, là, des technologies du monde libre dans l'architecture UnifCloud est tout à fait importante, même si à côté, je dirais, la solidité de l'architecture est aussi associée, est aussi garantie par je dirais, les technologies apportées par nos partenaires tels que Cisco. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, qui est un axe plutôt cloud provider, c'est aujourd'hui aller délivrer des services un peu plus standardisés auprès d'un certain nombre de clients. En particulier, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une place pour développer des offres adressées au monde des petites et moyennes entreprises et que effectivement on a l'ambition effectivement de porter notamment sur des offres de communication unifiée ou de choses de cette nature, des offres à destination de ces publics. Et puis il y a un axe que j'ai déjà cité, qui est l'axe collectivité, dans lequel aujourd'hui il y a un certain nombre de réflexions qui sont engagées. Il y a un positionnement très volontariste et très fort de Cofeli-Ineo sur le domaine des nouvelles offres numériques à destination des villes, tout ce qui tourne autour des concepts de ville intelligente, de cité du futur, tout ce qu'on entend. Il y a beaucoup de buzz aujourd'hui. Nous, l'ambition, c'est de transformer ce buzz assez rapidement sur des choses très appliquées, très concrètes, pour aller sur des thématiques du développement durable, de l'efficacité énergétique, de la mobilité dans les villes, donc des enjeux extrêmement forts qu'on retrouve et pour lesquels le cloud nous semble être un élément décisif pour que les villes puissent rentrer dans ce monde du numérique en ayant effectivement les meilleurs atouts. Voilà. Donc je pense que là, il y a un champ tout à fait passionnant qui s'ouvre. Très bien, on est typiquement sur une problématique de rue, sans mauvais jeu de mots. Luc, Cisco, un complément avant de passer la parole au public? Un simple complément, hein. J'ai entendu les mots c'est les mots qui nous ont motivés pour être présents dans ce type de projet. C'est la capacité à fournir un service qui va évoluer, c'est le côté besoin d'une infrastructure de production qui soit stable et l'accompagnement de plein d'innovations technologiques. Le monde change avec le cloud, c'est beaucoup un changement d'organisation et de mode de consommation, mais ce changement il est lié à des ruptures technologiques. Et aujourd'hui, Cisco, nous on a travaillé en R&D pour apporter quelque chose qui soit différenciant
pour justement appréhender la mise en ligne de ces technologies et l'utilisation de ces technologies. Si on n'est pas présent sur des schémas d'études qui essayent d'en tirer profit, c'est qu'on ne fait pas correctement notre métier. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Et quand on travaille sur un marché émergent qui est le cloud, simplement en le prenant d'un point de vue marketing, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on amène des ruptures technologiques. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place quand on arrive sur le marché des serveurs en mode managé de façon globale, ou qu'on travaille à complètement intégrer des solutions et des services de type WebEx ou de collaboration ou de communication sur ces plateformes avec une typologie d'usage. Donc c'est simplement ce qu'on essaye d'amener. Et on était très content d'avoir été sélectionné pour ça. Très bien, donc on va initier donc, un certain nombre de questions-réponses. Bonjour, Bernard Etlichet, directeur de la stratégie et de l'innovation numérique à Paris-Ouest, Nanterre-La Défense, et co-directeur de l'UNR Paris-Île-de-France. Moi, il y a un certain nombre de points, et je vais être un peu provoque, comme d'habitude. Hein. Hier, je disais mort à la DSI, direction des systèmes d'information, vive la DSI, direction des services d'information. Je crois qu'on est vraiment dans cette transformation-là. Et aujourd'hui, pour moi, le cloud, c'est pas de l'hébergement. Si je veux de l'hébergement, j'en ai du pas cher à peu près n'importe où. C'est vraiment du service. Mais du service, quel type de service ? La sauvegarde de mes données. Je suis chercheur, mes données, je ne veux pas être pillé et je ne veux pas qu'elles soient n'importe où sur le web ou n'importe où sans savoir où elles sont ni qui en fait quoi. C'est-à-dire que mes données m'appartiennent. Alors aujourd'hui, elles sont sur mon portable, que j'ai perdu une fois sur deux, qui a été volé. Donc comment est-ce que je sécurise ça ? Par un choix qui est effectivement de mettre ça sur des serveurs publics que je sais être dans mon environnement. D'où l'idée d'un cloud communautaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai des tas de collègues qui utilisent Dropbox ou qui utilisent des services, Google Apps ou autres. Je veux dire, on peut utiliser ces services, on ne sait pas où sont les données, on ne sait pas ce qui en est fait, ni comment elles sont gérées derrière. Moi, j'ambitionne d'avoir Dropbox sur le cloud, mais chez moi, pas je ne sais où. D'avoir l'équivalent de Google Apps chez moi. C'est possible avec LibreOffice aujourd'hui, sur la version cloud. C'est possible avec d'autres types de services. Et c'est vraiment cette idée de service, mais de service à l'usager. C'est-à-dire qu'on change de paradigme et on passe de l'informatique. Ce qu'il y a derrière, je ne vais pas le négliger. C'est-à-dire qu'il y a de l'informatique, il y a besoin d'ingénieurs qui sachent architecturer l'ensemble, mais en tant qu'usager, ce n'est pas mon problème. Mon problème est d'avoir un service, et quand je veux mettre un cours en ligne, ce n'est pas d'avoir un logiciel dans lequel on va passer 15 clics pour arriver à mettre le cours, et en plus il va me falloir une demi-heure, parce que comme j'en mets pas beaucoup, la fois d'après j'ai oublié. Il me suffit d'un service qui s'appelle mettre un cours en ligne. Après, je suis identifié, on sait qui je suis, et donc on me propose les 3 cours ou les 5 cours où j'enseigne, et moi je sais dans lequel je vais déposer mon fichier. C'est pas plus compliqué que ça. Mais quand je dis c'est pas plus compliqué que ça, c'est une vraie révolution par rapport à la façon dont on a aujourd'hui géré les systèmes. Et donc on devient non plus... on devient vraiment user-centric, c'est-à-dire centré sur l'usager. Et je crois que c'est ça la grande différence avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Merci pour ce point de vue. Qui veut réagir ? J'ai le micro, donc je vais rebondir. Je suis assez en phase avec notamment
le point important nous qu'on perçoit, c'est vive le DSI qui est en train complètement de changer. Effectivement, la chose informatique aujourd'hui au niveau des organisations, c'est moins une question de technicien qu'une question d'usage et de capacité de fournir une ressource. Et une ressource pas technique, mais une ressource fonctionnelle par rapport à une expression de besoin. Avec, si je peux me permettre, dans votre cas de figure, une problématique additionnelle, c'est que vous avez une bonne partie de vos utilisateurs qui ne sont là que pour une durée déterminée, avec un taux de renouvellement important, et c'est les étudiants, et qui ont, de par leur capacité d'appréhension, eu une habitude d'usage de la chose informatique qui est sans commune mesure avec ce que même ma génération a connu. Et pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. Donc, oui, et dans ce contexte, notre perception, nous, Cisco constructeurs, c'est que qu'on apporte les bonnes réponses techniques au bon moment, c'est juste essentiel, c'est notre métier, c'est notre vocation. Ce qu'on essaye de faire en transformant la relation qu'on a avec nos partenaires, qui étaient hier vos intégrateurs et qui seront demain vos fournisseurs de services, c'est dans la capacité qu'on a à construire avec eux, justement, un portefeuille d'usage et un portefeuille de solutions qui seront que, au final, vous, DSI, responsable de la capacité à fournir un service, vous n'aurez pas à gérer une infrastructure ou une plateforme, mais vous aurez à gérer un portefeuille de services de cloud distincts, différenciés et multiples. On est dans le monde des multi-cloud. Alors c'est vrai que c'est du coup, si on essaie de franciser tout, ça fait compliqué. J'aime pas non plus beaucoup le terme, mais on est dans le monde de l'hybride. La notion de communautaire me paraît essentielle dans votre contexte, puisqu'il y a des problématiques de confidentialité avec la recherche, avec un certain nombre de choses qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est une évidence. En même temps, je pense que demain, vous ne pourrez pas vous en satisfaire. Vous ne pourrez pas oublier le legacy. Il restera de l'informatique dans chacune des universités pour différents sujets. Vous ne pourrez pas oublier non plus la capacité d'aller chercher des ressources à vil prix ou à faible prix dans le domaine du public, parce que ça correspond à une demande et qu'elle est essentielle, ne serait-ce que pour vos étudiants. Donc, et on en revient à quelque chose qui sera cher à Renater, c'est une problématique d'interconnexion, de capacité d'interconnexion, d'un point de vue des industriels et des fournisseurs de services qui vous apporteront ce service. Et c'est là une problématique pour vous, DSI, quelque part, de ne pas laisser tomber la chose informatique, mais de bien comprendre quels sont les services qu'on vous demande, les services fonctionnels, et d'être capable de les fédérer au travers d'un portail, et on ne parlera plus que de ça, je pense, demain. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Merci. Frédéric ? Pour répondre à Bernard, avec qui on est forcément à 200% en phase, juste quelques points en fait complémentaires. Le premier, c'est effectivement un des points importants qui avait été adressé dans le cadre du projet études Nivcloud, c'est qu'ils répondent à l'enjeu concernant la maîtrise de l'infrastructure informatique et des données telles que l'ont été demandées fixées dans le cadre de la NSSI et dans le cadre de l'enseignement supérieur de la France. L'objectif pour nous demain, c'est effectivement avoir une infrastructure de cloud qui sera positionnée au niveau de la région Île-de-France et à partir de laquelle en permanence les usagers pourront savoir où sont leurs données physiquement parlant. Donc voilà, donc ça c'est la première réponse. Et la deuxième, mais ça Bernard le sait très bien, c'est qu'actuellement il y a des services qui sont en place dans les établissements, qui ont été mis en place avec un certain nombre de partenariats, de consortiums et d'accords, et qu'évidemment demain il n'y aura pas de grand soir à partir du moment où on mettra en route Unifcloud. Évidemment les gens basculeront pas du jour au lendemain sur des nouveaux services qu'on mettra, mais tout ça, ça se fera progressivement en collaboration avec le groupe de travail dont je vous parlais tout à l'heure sur les usages, point qu'on évoquait tout à l'heure avec Patrick. Très bien. Donc, autre question dans le public, peut-être ? On repart. Donc, on abordera quand même les difficultés en termes de gouvernance et de moyens financiers, puisque les temps sont durs. Oui, je crois qu'en termes de difficultés, puisque tu évoques ça, je pense que le plus dur, c'est l'accompagnement au changement. On est dans une véritable révolution au niveau des services, que ce soit au niveau de la pédagogie, au niveau des infrastructures, au niveau des, entre guillemets, ingénieurs et techniciens, mais aussi au niveau des enseignants, au niveau des chercheurs, parce que leurs pratiques vont devoir changer simplement par l'arrivée massive du numérique dans leur environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose assez peu la question des usages. Et c'est vrai que les usages du numérique qui vont être renforcés par cet aspect service, je veux dire, c'est la grande, c'est
le grand changement, c'est l'arrivée d'usages nouveaux liés aux services qu'on va mettre en place. Et ça va nous demander, ça va demander à tout le monde une façon de penser qui va être différente. On n'enseigne plus aujourd'hui, et je suis bien placé pour le savoir, on n'enseigne plus aujourd'hui comme on enseigne hier. Moi j'ai un cours, il est partout sur Internet. Donc la façon dont les étudiants suivent le cours et écoutent est fondamentalement différente. Ça ne veut pas dire que ça s'applique, là encore, à tous les domaines. La réponse n'est pas là. Je crois que la réponse, elle est multiple. Il n'y a pas une seule réponse. Il y a une multitude de réponses qu'on va tous être amenés à mettre en place et surtout à accompagner. C'est-à-dire que l'accompagnement au changement, c'est un véritable enjeu des 3, 4, 5 prochaines années, à tous les niveaux. Merci Bernard. Donc voilà un point très complémentaire. Donc le temps tourne, donc on va... Ouais, j'aime Patrick, j'aime souvent citer le professeur Yves Pelboin de l'université Pierre et Marie Curie, qui nous disait qu'effectivement, avant de conduire et d'accompagner le changement, il faut déjà expliquer le pourquoi du changement, l'expliquer par des formations, en tout cas par tout un processus qui permet une fois qu'on a expliqué ce changement et qu'on a convaincu en fait de ce changement, de pouvoir le conduire et le gérer sereinement derrière. Très bien, donc je pense que l'expression aujourd'hui donc, du consortium Uniflood est aussi l'un des points de départ d'une politique de communication et d'évangélisation, donc qui est valable tant en interne pour nos équipes qui sont quand même relativement frileuses par rapport à cette évolution, que par rapport aux financeurs et donc différentes structures de l'État public qui vont nous accompagner. Donc, comme le temps tourne, on va clore cette table ronde avec un ultime tour de table. Pierre, si tu veux l'aborder. Oui. Moi, je vais juste, en termes de conclusion, peut-être essayer de développer juste deux mots qui me semblent fondamentaux si on veut pérenniser finalement cette dynamique là qui s'est amorcée là depuis 2 ans là au travers du projet Uniflood. Le premier, c'est agilité, parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, tout ça va reposer sur la capacité à être très, très flexible dans les catalogues de services qu'on va pouvoir bâtir et offrir aux universités, quelque chose qui va vivre de manière très, très dynamique là, dans les années qui viennent. Et donc il faut qu'on ait effectivement cette véritable capacité à réagir et de manière extrêmement rapide à l'évolution des besoins, parce que les usages, il va en arriver de plus en plus rapidement, de plus en plus fort là sur quand le socle, je dirais, aura été mis en place. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui rejoint un peu une difficulté qu'a soulevé Frédéric, c'est performance. Parce que tout ça, il faut quand même que tout ce qu'on propose, ça soit extrêmement performant et notamment que la performance, il faut bien appeler un chat, performance économique, soit au rendez-vous et qu'elle finalement tout ce qui est mis en place, de part en allant chercher la ressource où elle est je dirais la plus efficiente par rapport aux besoins qui est exprimé. Ça peut être dans le cloud communautaire, mais effectivement, ça peut être un petit peu dans certains clouds publics, ça peut être dans des réseaux de cloud avec donc une dimension interconnexion. Donc ça, c'est important. Nous, il y a un thème qui nous intéresse beaucoup chez Cofeli Ineo, vu notre appartenance, c'est la performance énergétique. On sait que c'est un poids qui est quand même important. Et donc tout ça, c'est aussi quand même quelque chose qu'on doit garder à l'esprit, parce que sinon, toutes ces belles idées auront beaucoup de mal à se traduire dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui par une véritable mise en œuvre. Luc ? Difficile de conclure. Tu peux ouvrir une porte ? Oui. Si le premier objectif du démonstrateur, c'est d'avoir pu aider à construire quelque chose d'efficace, d'efficient et d'utilisable, simplement en ayant démontré, avec finalement très peu de support du point de vue constructeur, que nos technologies disruptives étaient une bonne façon de le faire, dans un environnement normé, standard, ouvert et interchangeable, même si on prend le risque d'être interchangé, au final on sera gagnant.
Merci. Donc le mot de la fin, Robert. Ah, chouette. Oui, je sais pas quel mot, si c'est le mot de la fin. Enfin, j'espère que non. C'est plutôt le mot d'un début. La fin de l'épisode. Mais la fin de l'épisode. Voilà. Donc, si juste on rembobine un tout petit peu le temps et on retourne juste quelques dizaines d'années en arrière, les utilisateurs avaient sur leur lieu de travail des machins informatiques, des solutions informatiques nettement plus performantes que ce qu'ils avaient à la maison. Bon, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Vous allez à Auchan, vous sortez avec votre caddie, avec un PC largement plus performant que le machin poussif que vous a donné votre DSI, avec des cartes GPU, enfin des processeurs graphiques, des trucs super. Vous vous connectez sur Facebook, sur Dropbox, sur Google Apps, sur tout ce que vous voulez. Bref, vous avez, et en plus, vous êtes sur numéricable à 100 mégas pour vous tout seul. Bref, vous êtes le roi du pétrole à la maison et au boulot, ça rame comme c'est pas possible. Il y a la DSI qui vous emmerde avec des machins de sécurité. On peut pas faire ceci, on peut pas installer cela. J'ai pas les droits administrateurs. J'ai un vieux PC, on me le change pas parce que tu comprends, c'est trop cher. L'abonnement Internet, c'est pas terrible non plus parce que ça coûte cher. Bref, c'est pour rebondir ce qui était dit tout à l'heure. Centré sur l'utilisateur, c'est sûr. Et quelque part, on peut plus. Il y a plus moyen de mettre de frein. C'est pas avec des firewalls et des règles de sécurité qu'on va régler le problème. C'est avec une autre façon de concevoir les services qui vont être offerts aux utilisateurs. Et ça, je pense que c'est irréversible. Je pense pas être contredit quand je dis ça. Maintenant, juste pour jouer, parce que j'aime bien, et pour trouver une solution contraire, ça c'est bien gentil, mais ça c'est la face émergée de l'iceberg. Il n'empêche que pour qu'il y ait une face émergée de l'iceberg, il faut qu'il y ait une face immergée. Sinon, il coule. Donc, quelque part, il ne faut surtout pas oublier que derrière ça, il y a des technologies de plus en plus compliquées dont l'utilisateur n'a que faire. Vous ne savez pas comment fonctionne l'injecteur de votre voiture diesel ou pas. Et tout le monde s'en fout. L'important, c'est que ça démarre. Et ça, c'est notre problème. C'est pour ça que dans la DSI, il restera des super ingénieurs de plus en plus pointus qui mettront en place des solutions de plus en plus complexes, aussi bien d'un point de vue hard, matériel, que d'un point de vue software. Un soft de cloud, c'est beaucoup plus compliqué que MS-DOS. Voilà. Mais ça, je pense que tout le monde le comprend. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer. Il y a une complémentarité entre les deux. Il faut vraiment qu'on offre des services à l'utilisateur comme ça, et derrière, qu'on continue, puisque c'est notre métier, de mettre en place ces solutions-là. Merci Robert. La salle réagit une dernière fois. La salle à caisse. Ah, sauvé par le gong. C'est bien de donner la dernière parole au public. Ça peut être une porte ouverte aussi. Je voulais vous demander si, on parlait de cours en ligne tout à l'heure, si vous envisagez à terme, on entend parler beaucoup des MOOC, là, les Massive Online Open Courses, si vous pensez à terme, peut-être que ça débouche sur de l'ouverture des cours à un public qui soit non inscrit dans vos universités, qu'on puisse suivre des cours en ligne, c'est juste parce que c'est des sujets qui sont d'actualité. Donc cours en ligne, autre MOOC. Donc voilà une question pour l'État. Donc notre cher Frédéric va se faire un plaisir de prendre la balle au bon. Voilà un vrai contexte d'usager et un vrai challenge pour le supérieur. Je vais me lancer, même si le sujet n'est pas simple et relativement complexe. C'est vrai qu'on parle beaucoup des MOOC en ce moment. On sait tous que ça a été initié, enfin ça nous vient des États-Unis, parce que ça répond à eux, à une vraie offre et une vraie demande là-bas. La problématique est un petit peu différente en France, même si on sent depuis quelques mois une certaine effervescence dans les universités autour des MOOC. On s'aperçoit qu'effectivement, mettre en place un MOOC au niveau d'une université ou dans le cadre d'un établissement spécifique, voilà, c'est quelque chose que les gens ont envie et souhaitent mettre en place. Effectivement, derrière, il y a une vraie problématique en termes de contenu, en termes d'affichage, en termes de suivi en fait des populations qu'on adresse derrière, en termes de politique au sein des établissements. Donc tout ça, ça nécessite et on aura besoin, dans le cadre du développement des MOOC, on a prévu de mettre en place un groupe de travail spécifique sur les MOOC au sein de l'Université numérique Paris-Île-de-France pour réfléchir à un MOOC régional, parce que avoir un MOOC au sein d'un établissement, c'est bien, mais il faut avoir une vision plus
global au niveau du régional. Il faut bénéficier d'une infrastructure qui permet aussi de répondre aux attentes et aux besoins des MOOC derrière, et besoin derrière aussi d'un accompagnement et d'un suivi des politiques, notamment au niveau du ministère, pour pouvoir avoir une vraie politique de suivi des MOOC et un vrai soutien politique pour la mise en place. Donc oui, pour les MOOC, effectivement, c'est quelque chose qu'on adresse beaucoup actuellement, c'est quelque chose auquel on pense et on réfléchit beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de problématiques à prendre en compte et on travaille beaucoup et on discute beaucoup avec les établissements partenaires de l'UNR aujourd'hui sur ce sujet-là, et également avec le ministère pour arriver à un moment donné à trouver un point d'entrée, et puis avec nos autres partenaires, je pense à la MU également, avec qui on aborde ce sujet-là. Merci Frédéric. Voilà donc une brillante conclusion. Donc c'est vrai que nous avons abordé avec le ministère un certain nombre de structures qui ont été les UNR en région, les UNT sur la thématique. Finalement, on a abordé historiquement ce genre de solutions. Donc il reste à concrétiser. Donc on peut se donner rendez-vous à rue 2014 pour un nouveau point d'étape et suivre donc d'ici là l'actualité par le site web d'UNIFCloud, qui saura donc vous donner en temps et en heure des avancées, j'espère, spectaculaires. Donc merci à l'Université européenne de Bretagne qui nous a relayé en live via leur wiki radio. Approche innovante et ô combien utile à l'usager, à l'étudiant, à l'enseignant à distance. Merci à Ubicast qui nous fait du rich media sur ce village numérique. Merci à vous tous. Et donc rendez-vous dans un an. Merci.